Vianney Alter, des montres Vianney Alter à Sainte-Croix en Suisse. Merci tout le monde d'être présent. Alors merci au salon Belle Montre de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur mes idées et puis sur ce que je pense de l'horlogerie. Merci à vous d'être là pour m'écouter. J'espère que je ne serai pas trop ennuyeux. J'ai juste quand même un pense-bête parce que il faut que je suive le fil. Je ne fais pas beaucoup de conférences et puis j'ai dû quand même entre guillemets rédiger un fond pour que je puisse vous exprimer de façon claire mon opinion sur le sujet que je vais aborder maintenant. J'ai décidé de vous parler du tourbillon parce que le tourbillon c'est un objet qui se retrouve dans les montres. C'est une partie technique de la montre qui existe depuis très longtemps, mais qui en fait depuis je dirais une dizaine d'années a un regain d'intérêt de la part de toute la profession horlogère et j'avais envie de vous exprimer un petit peu ce que j'en pense. Alors, comme j'en parlais, bon, le tourbillon il a été inventé il y a environ 2 siècles. Et puis en 2 siècles, il a eu une bonne vie à son départ, et puis après, en fait, il n'est pas vraiment revenu. Il est réapparu, je dirais, qu'il y a environ plus de 10 ans, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il a réapparu dans les produits horlogers. Et il y a depuis une dizaine d'années les marques qui se sont vraiment précipitées dans ce domaine pour exprimer diverses forces de la part des marques. Et je vais en partager avec vous quelques points de vue. D'abord, un des premiers points, il faut bien voir que le tourbillon, c'est pas une complication horlogère. On parle toujours des complications horlogères, les montres compliquées, patati patata. Le tourbillon, c'est pas une complication horlogère. Une complication horlogère, c'est une addition dans un appareil horaire qui donne déjà le temps, l'heure, minute et les secondes, les fractions si on les veut, ça c'est une montre, et toutes les complications, c'est ce qu'on peut appeler les phases de lune, les quantièmes, l'équation du temps, la hauteur des marées, l'âge de la belle-mère, enfin tout ce qui vient en plus de la montre en elle-même, c'est une complication. Le tourbillon, ça n'est qu'une sophistication ou une particularité technique dans un appareil horaire. Ça ne donne pas une complication en particulier, c'est juste un principe différent de pouvoir transmettre des mouvements dans la montre pour obtenir un comptage du temps. Donc, le tourbillon en lui-même, c'est qu'un dispositif technique, mais qu'est-ce que c'est la nature vraiment du tourbillon? Pourquoi qu'il est dans la montre? Alors, je remonte un petit peu dans le passé, au XVIIe siècle. Alors ça c'est les ancêtres, les ancêtres de l'horlogerie. C'est l'époque où l'horlogerie, au XVIIe siècle, elle a fait un bond en avant parce qu'il y a Christian Huygens qui a compris que le pendule était isochrone et qu'en fait on pouvait l'appliquer à l'horlogerie et commencer à contrôler le temps de façon, je dirais, très, très précise. Donc il ouvre un règne à tout ce qui a été la chronométrie, le calcul du temps de plus en plus précis, et grâce aux pendules, aux horloges qui étaient équipées d'un pendule, on pouvait de plus en plus être précis dans le comptage du temps. Ça a été, je dirais, le top de l'horlogerie jusqu'à l'apparition des oscillateurs électroniques au cours du XXe siècle, où là le pendule, il a rendu l'âme. Il est toujours très beau et très précis, mais très précis pour des horlogers comme moi, mais pas pour le comptage
du temps comme on le fait maintenant. Donc on est arrivé à cette époque dans les années 60, enfin même c'était déjà dans les années 30 on commençait à s'intéresser aux oscillateurs électroniques. Dans les années 70 ça a été l'avènement du quartz, on a tout de suite compris que ça y est, ça avait entièrement tué tout l'héritage des oscillateurs. Et puis maintenant on compte avec des horloges atomiques où on observe les étoiles, et puis en fait en observant les étoiles c'est encore plus précis que les atomes. Ça a été une étape. Il y a eu encore un autre moment assez fort, c'est quand Isaac Touret, il a réalisé en 1675, toujours avec Christian Huygens, il a construit pour Christian Huygens un oscillateur avec un spiral. Là, on a fait un bon corps, c'est qu'on s'est affranchi entre guillemets du pendule, qui était pour des objets, je dirais, fixes, pour passer à des objets qui pouvaient commencer à être mobiles. Et ça devenait aussi une révolution vachement importante, parce que ça a permis dans cette époque où c'était quand même aussi la guerre et la conquête entre les États, la découverte de territoires qui étaient encore inconnus sur Terre, c'était la possibilité de s'affranchir de la technologie du temps qui permettait de savoir où on était sur le globe, en le prenant avec soi, en l'emportant et en considérant qu'on pouvait aller à des endroits de façon précise parce qu'on était dépositaire d'un temps relativement précis aussi. Bon, il y a eu toute la guerre pendant des années avec l'histoire de comment déterminer la longitude. Et bon, la longitude, elle s'est déterminée en calculant le temps, et en fait l'oscillateur à spirale était un des points les plus marquants pour pouvoir justement accéder à cette force. Donc jusque dans les années 70, en fait on a tous dans l'industrie employé l'oscillateur spirale. Voilà. Alors, après les ressorts spiraux, les oscillateurs à quartz, la précision, voilà, on était au bout, c'était fini. Normalement, on n'a plus rien à faire de particulier en horlogerie, en horlogerie mécanique, hein, comme moi je fais, pour arriver à ce qu'on est capable d'observer un quasar ou d'avoir une horloge atomique. Donc, normalement, une montre mécanique, c'est pas spécialement horriblement précis. Bon, on revient à Breguet. Il a inventé le tourbillon en 1800. Il a eu il a été reconnu comme une invention en 1800, dans l'été 1801. Et il faut un petit peu expliquer pourquoi cette invention. Pourquoi c'est arrivé? On avait déjà des oscillateurs à spiraux, il fallait quelque chose de nouveau. Alors, le problème des balanciers spiraux, ça réside dans l'équilibrage. Un balancier, c'est entre guillemets, je dirais, hein, pour se faire une image simple, c'est un objet rond, c'est comme une roue à vélo. Et cette roue à vélo, elle est rappelée en permanence avec son spirale, à son point zéro, mais le problème c'est qu'une roue à vélo, ça ne peut jamais être équilibré. Donc quand vous avez une roue à plat, il n'y a pas de problème d'équilibrage, mais quand la roue est verticale, vous allez en permanence être confronté à ce problème d'équilibrage qui est impossible. On ne peut pas enlever à l'atome près tout ce qu'il faut pour que la roue soit parfaitement équilibrée. Donc vous allez avoir des problèmes du déséquilibrage qui en fait changent le centre de gravité. Alors le centre de gravité, normalement, il est centré parfaitement sur l'axe du balancier, mais bon, on n'arrive pas à l'obtenir. Le travail pour y arriver, il s'effectue en mettant des vis, en mettant des petites rondelles, en enlevant du métal, en remettant du métal. C'est vraiment extrêmement difficile. On approche toujours quelque chose qui est juste, ça nous permet d'avoir des montres qui fonctionnent correctement. Bon, on a encore un problème qui vient souvent en cours, c'est qu'une fois que la roue est parfaitement équilibrée pour l'horloger, pour se dire, bon maintenant je ne vais pas aller plus loin, on pose dessus le spiral, mais le spiral il se déforme lui-même quand il fonctionne, et en se déformant, il dépasse aussi le centre de gravité du balancier. Vous allez encore avoir un problème qui est induit directement par le spiral en lui-même. Il y a eu différentes techniques qui ont essayé de pallier ce problème en changeant la forme des spiraux, en faisant des spiraux cylindriques, des boules, des cônes, tout ce que vous voulez. Mais bon, dans une montre, la plupart de la voie qui a été suivie, c'est de mettre des spiraux plats.
Et ce spiral, quand il se développe, il change le centre de gravité du balancier, donc il déséquilibre en permanence le balancier lui-même. Alors si on prend un balancier avec son centre dans le spiral, si on place la position, le poids lourd, si on le place dans une position verticale, et que la partie lourde elle soit en bas du spiral, sous l'effet de la pesanteur, elle va être tirée comme la roue à vélo, elle descend. Vous allez vous retrouver avec en fait une différence de temps quand le balancier il va se mettre en mouvement. Ce temps, il va dans un sens créer du retard et dans d'autres sens créer une avance. Ça dépend où ce balourd, où ce poids se trouve situé sur le cercle de ce balancier et où ce cercle est immobile quand la montre ne fonctionne pas. Si la montre elle est pendue par, je prends par exemple une montre de poche, si elle est pendue par, par la bélière, le balancier quand il n'y a pas de force, son poids il est quelque part, il peut être tout en bas, sur les côtés, sur le haut. Et quand il va se mettre à fonctionner, il va induire automatiquement une différence de marche par ce déséquilibre qu'il a. Dans certains cas, il va donner de l'avance, dans certains cas, il va donner du retard. Alors, l'idée de Breguet, c'était de se dire, en fait, vu que quand la masse, elle est dans un point, elle donne du retard, et quand elle est dans le point opposé, elle donne de l'avance, je vais fabriquer un système qui va se mettre à tourner sur lui-même et qui va en permanence faire déplacer le point de déséquilibre pour à un moment donné de l'avance, à un moment donné un temps exact, si on peut le mesurer, et puis à un moment donné du retard. Et puis en fait, si on prend cette courbe qui varie en permanence, on aurait un temps moyen qui est exact. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie du tourbillon. Alors on se dit que le tourbillon c'est vachement précis parce que du coup il y avait des défauts, mais dans une montre ça donne maintenant quelque chose d'irrégulier. Alors, pour continuer, ça va, je vous saoule pas? On suit. Alors, pour continuer les motivations de Breguet. Le problème, c'est que Breguet, il a fait ce tourbillon, ça fait longtemps qu'il n'est pas là, et ça fait longtemps qu'on ne peut plus lui poser la question vraiment pour se demander pourquoi il a fait ce tourbillon. Si c'était pour compenser ce problème du temps, certainement, puisque dans la réflexion intellectuelle, c'est vraiment quelque chose qui est positif et amusant. Mais il y a trois hypothèses qui partent là-dessus. La première hypothèse, c'est que Breguet, d'accord, il cherchait à obtenir une précision plus grande dans le mouvement du tourbillon pour justement faire une régularisation de ces différences. Il y a un deuxième point, c'est que Breguet cherchait peut-être à trouver une voie qui était plus simple pour fabriquer l'organe réglant et toutes les pièces qui étaient dessus. C'est toujours pour faire une montre chronométrique, qui n'a pas de tourbillon, pour une montre basique qu'on a au poignet tous, mécanique. Si vous voulez qu'elle soit vraiment chronométrique, il faut vraiment passer un moment dessus. Il faut vraiment se battre pour l'équilibre du balancier, pour la position du spiral, pour tout ça. Donc c'était peut-être aussi un moyen de fabriquer un système technique qui évitait qu'on soit très précis sur le balancier et tous ces organes autour, et puis de se dire on peut les fabriquer de moins belle qualité, et puis en fait c'est le tourbillon qui va lui-même compenser. Ça, Vincent Calabrese, mon confrère, avait lui apporté cette hypothèse qu'il aurait pu penser quelque chose comme ça. Il y a une autre hypothèse qui était aussi le problème que dans ces montres à cette époque, c'était au début du 19e siècle, c'était des montres qui étaient grosses, assez importantes. Il n'y avait pratiquement pas de pierre d'horlogerie, c'est tout tournait l'acier dans le laiton. Et il y avait des problèmes de lubrification relativement importants, parce que c'était des huiles la plupart du temps animales, c'était pas des huiles minérales faites dans des grands laboratoires. Donc il y avait ces problèmes de
construction de matériel et de produits. Et comment dire, Breguet aurait pu imaginer de fabriquer le tourbillon pour justement brasser entre guillemets les organes réglants de la montre pour qu'ils soient toujours dans des positions différentes, ne serait-ce que dans leur appui des pivots dans les platines et dans les ponts, pour que l'usure soit répartie, que les huiles soient aussi mélangées et que ça donne à la fin, sur une certaine durée, un réglage qui soit meilleur et une utilisation aussi meilleure. Ça, c'est une hypothèse aussi qui a été exprimée par mon confrère François-Paul Journe. Le problème, c'est que, bah voilà, hein, s'il y en a un qui est capable d'aller lui demander pour savoir ce qu'il avait voulu lui faire, ce serait sympa parce que peut-être ça changerait la façon dont les grandes boîtes fabriquent des tourbillons à l'heure actuelle. Non, je parle pas que des grandes boîtes, il y a aussi les petits. Hein, on a tous notre idée là-dessus. Hein. Alors bon, des noms, ouais, ça va venir. Alors, justement, quand tu dis des noms, je proposerai moi ce que j'en pense, je le dirai un peu plus tard. Ce qu'il faudrait revoir, c'est bon, qu'est-ce que dans la théorie, qu'est-ce que ça peut donner le tourbillon et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Le problème, c'est que le tourbillon il a été pensé à une époque où les montres étaient fabriquées pour être dans des poches, on ne les avait pas au poignet. Ça, c'est venu vachement plus tard que l'invention du tourbillon. Donc, c'était quelque chose qui était relativement, je dirais, adapté, entre guillemets, à la façon dont on utilisait le garde-temps de l'époque, transportable. On mettait ça dans des gilets, la montre était verticale, et le tourbillon, il est excellent, et il ne fonctionne que quand il est dans une position verticale. Si vous mettez balancier à plat, ça ne sert strictement à rien d'avoir un tourbillon, à part de compliquer le bazar. Mais là, vous pouvez avoir une régulation qui se fait, parce que vous avez justement la montre qui est dans la bonne position. Dans l'histoire, on voit que les meilleurs résultats qu'on avait, c'était les pendules. Hein. Le pendule, il a une précision déjà extraordinaire. Huygens, il l'avait tout de suite compris, et tout le monde s'est référé à cette base de temps. Pas besoin de tourbillon pour une pendule. L'endroit où on aurait pu imaginer qu'on ait besoin d'un tourbillon pour pousser encore la précision, ça aurait été dans les chronomètres de marine, par exemple, en se disant, bon, on va partir en mer, on va mettre un tourbillon, et bon, dans les chronos, on a vite compris qu'on laisse le balancier à plat, et tellement à plat qu'on le met sur un cardan, comme ça, quand le bateau il bouge dans tous les sens, le balancier est toujours à plat, et il me donne toujours un temps équivalent, même s'il est mal équilibré, c'est pas un problème. Là, on a un temps précis. Donc, le tourbillon, bonsoir, à quoi il sert? À quoi il sert? Qui c'est qui peut faire ces trucs-là? Bon. Du fait que on se passe des tourbillons dans les pendules et puis on se passe des tourbillons dans les chronomètres de marine, là où on en a à l'époque, là où on en avait, je dirais, vraiment besoin, parce que sur Terre, a priori, on n'avait pas besoin de temps précis. Le temps était vraiment indispensable et nécessaire, surtout que pour les marins. Une fois que vous aviez plus la côte en vue, si vous n'aviez pas un temps précis avec vous, il fallait vraiment avoir un super bon capitaine, parce que sinon, il y avait toutes les chances d'y laisser sa peau, et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce que des très gros vaisseaux anglais, avec plus de 2000 personnes à bord, se retrouvent tous au fond de l'eau, au ras des côtes anglaises, c'est quand même un comble, et c'est ça qui a poussé quelque part les États à se dire il nous faut un système qui nous permette de trouver notre position, et le temps c'était le calcul. Les chronomètres de marine c'était parfait, ils étaient à plat, il n'y avait pas besoin de les compliquer. Quand on regarde un mouvement de chrono, c'est extrêmement simple. Il y a le balancier, l'échappement, une aiguille d'heure, une aiguille de minute, une aiguille de seconde. Souvent ils ont été séparés pour ne pas s'embrouiller les unes les autres et pour ne pas créer de difficultés supplémentaires. Donc on était quand même arrivé vraiment au bout. Alors, le tourbillon, il fallait qu'il trouve aussi sa vie. Alors, dans toute la partie du fin du 19e siècle, et je dirais même la première moitié du 20e siècle, les montres étaient arrivées, les montres qu'on portait tous dans une poche,
elles étaient arrivées à un moment quand même assez sublime, c'était un peu l'âge d'or de l'horlogerie, et dans ces montres-là, en fait, les tourbillons trouvaient, entre guillemets, leur place et leur position. Ça permettait de pousser quand même comment je dirais, la qualité des montres, la qualité du temps, et de pouvoir s'en servir de façon assez précise. En plus, à l'époque, par exemple, beaucoup de boîtes se sont engouffrées dans la branche du tourbillon, et il est à remarquer que dans les concours de chronométrie, puisqu'à l'époque il y avait énormément de concours de chronométrie, les tourbillons occupaient pratiquement 60% des premières places. Donc c'était des montres super précises, c'était excellent. Mais, alors qu'elles occupaient 60% des premières places, alors que elles représentaient que 25% de tous les produits qu'on présentait. C'était quand même assez extraordinaire. Bon, il faut voir que, à l'époque, la façon dont les observatoires définissaient la précision d'une montre, c'était surtout en plaçant la montre dans 5 positions différentes. Ça, c'était un des critères. Il y avait la position sur le dos, donc le cadran vers le haut. Il y avait le cadran à l'envers sur la table. Et puis il y avait la couronne à midi, puisque c'était les montres de poche, à 6 heures et à 3 heures. Le tourbillon, lui, il était incontestablement meilleur sur 3 des 5 positions, puisqu'il y a 3 positions qui étaient uniformisées par son avantage. Ça veut dire que c'était un petit peu faussement induit qu'elle était plus précise. Elle était plus précise parce que les points de repère sur lesquels on faisait la comparaison des différents produits, elle était désavantagée par les montres qui n'avaient pas de tourbillon. Mais si vous posiez une montre à plat sur une table et puis une montre à tourbillon à plat sur une autre table, et que vous regardiez, il y en a une qui était certainement plus précise, et souvent c'était celle qui n'était pas tourbillon. Malheureusement, c'était un système qui était appliqué à l'époque. Donc, le tourbillon, il semblait être bien plus précis. Mais alors, le problème, c'est que on a changé de façon d'utiliser nos montres. D'un seul coup, on est passé de montres poche et on est passé à des montres poignet. Alors, à la montre poignet, là, on commence à avoir un problème avec le tourbillon. Parce que le tourbillon, en fait, il serait de compenser le mouvement de la montre quand elle est verticale pour les poids lourds et les poids légers, enfin. Hein. Mais là, le problème, c'est que votre montre, vous l'avez au poignet, vous bougez en permanence, c'est vous le tourbillon. Et encore, celui qui est super speed, c'est super tourbillon pour la montre. C'est le tourbillon ultra rapide. Parce que votre montre, vous la mettez dans des positions différentes en permanence. Vous n'êtes pas bloqué dans enfin bon, quand on est impotent et tout, sur une chaise roulante, je peux penser que peut-être un tourbillon puisse servir. Mais pour quelqu'un d'actif, dans la montre poignet, on a un problème avec le tourbillon. Parce que la montre, elle est en mouvement dans tous les sens. Alors, comment faire pour retrouver un petit peu de noblesse au tourbillon, alors que il semblerait que dans la montre poignet, le tourbillon, ça soit pas la panacée. Je pense que le tourbillon, en fait, dans une montre poignet, c'est un peu une fausse idée. Et c'est une fausse bonne idée. On se dit, ah, elle est une super bonne idée. Mais en fait, finalement, c'est pas évident, je pense, que de se dire on va faire ça et que ça va être l'avenir de toute l'horlogerie. Dans l'histoire humaine, il y en a une chier de fausses bonnes idées. Il y a des gens qui ont fabriqué des trucs extraordinaires où on s'est dit ça va changer la face du monde, et puis en fait on est toujours au même endroit. Et puis ça s'est oublié parce que c'était une super bonne idée, mais c'était une fausse bonne idée. Il y en a une quantité énorme des fausses bonnes idées, en horlogerie, mes confrères aussi, on en a tous. Et bon voilà.